Samedi 29 avril, vous regardez L24 News, à la une de votre Midi Info. Encore un martyr de moins de 20 ans à déplorer en Palestine. Les forces sionistes ont abattu un adolescent âgé de 16 ans à Bethléem qui se met en grève ce samedi. Nouvelle escalade au Soudan, les combats entre l'armée régulière et le FSR ont repris dans plusieurs régions du pays. Et puis la réouverture des ambassades iraniennes et saoudiennes à Téhéran et Riyad devrait intervenir dans les prochains jours. Déclaration du chef de la diplomatie iranienne Abdel Nahyan. Et puis jour J pour la CAN U17 en Algérie, les Verts affrontent la Somalie en match d'ouverture ce soir au stade Nelson Mandela. Nous ferons le point sur les chances des minots nationaux de gagner la compétition. Madame, monsieur, bonjour et nous entamons ce journal depuis la Palestine où un adolescent est tombé en martyr vendredi. Âgé de 16 ans seulement, Mustafa Amr Sabah a été abattu par les forces sionistes dans la ville de Chakou à l'est de Bethléem lors de confrontations. L'armée sioniste n'a pas hésité à faire usage de la force létale en tirant à balles réelles, des balles qui ont atteint le jeune martyr en plein torse avant de procéder à une incursion au niveau de la ville et fermer l'accès ouest. Le corps du jeune Palestinien a été inhumé ce samedi. Et dans le sillage de l'assassinat du jeune Amr Sabah, une grève générale a été observée ce samedi à Bethléem en signe de deuil et de protestation. Une grève qui se prolongera jusqu'à 15 h de l'après-midi heure locale, initiée suite à l'appel du comité de coordination des factions et qui a touché l'ensemble des secteurs à l'exception des boulangeries et des pharmacies. Ouvrant le dossier africain, au Mali, des centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi à Bamako pour demander le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Un meeting a également été tenu et organisé par des activistes politiques de Yéréwolo Debout. Dans le dossier soudanais, c'est la fin de l'accalmie, la reprise évidente des affrontements armés dans plusieurs régions du pays. De violents combats à l'arme lourde ont eu lieu entre l'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum et aux abords du palais présidentiel notamment. Dans ce contexte d'extrême tension, les accusations interposées fusent de nouveau dans un nouveau communiqué. L'armée soudanaise annonce avoir déjoué un complot initié par ses adversaires des forces de soutien rapide en vue de s'accaparer le pouvoir avec le concours de parties étrangères, tandis que le chef du FSR Hmiti a déclaré lors d'un entretien de presse qu'il n'était pas disposé à négocier sans un cessez-le-feu. Et le conflit au Soudan fait de plus en plus de victimes, y compris chez la population civile. Selon un dernier bilan provisoire émis par le syndicat des médecins soudanais, le nombre de personnes civiles tuées dans les combats atteint les 411. Toujours dans le même dossier, le président de l'Union africaine a pris la parole pour appeler les chefs militaires au conflit au Soudan à cesser immédiatement les hostilités. Dans un communiqué publié vendredi, Azali Assoumani les a également exhortés de respecter les vies des civils citoyens étrangers, de reprendre sans tarder les négociations pour une sortie pacifique de la crise. L'économie soudanaise est au plus mal également, et ce depuis les premières détonations qui ont retenti à Khartoum. L'une des industries qui pâtissent grandement de cette situation, c'est celle de la gomme arabique, dont le Soudan est le leader au niveau mondial. Un intrant stratégique pour l'industrie agroalimentaire, entre autres, car il s'agit tout simplement d'un composant incontournable.
Les conséquences économiques du conflit armé au Soudan s'étendent pratiquement à tous les secteurs d'activité au pays et en dehors. C'est le cas pour l'agroalimentaire et le pharmaceutique ou encore le textile. Et pour cause, ces deux secteurs sont deux gros consommateurs de gomme arabique aux gommes d'acacia, un composant de base qualifié d'incontournable dans la composition de bon nombre de produits que l'on consomme au quotidien. Boissons gazeuses, produits cosmétiques, additifs et fixateurs, entre autres. Et il se trouve que la région Sahel est à sa tête le Soudan, fournit entre 70% et 90% de la production mondiale de cet intrant. La production mondiale atteint environ 120 000 tonnes pour une valeur estimée à 1,1 milliard de dollars. Le Soudan en produit à lui seul dans les 60%. Véritable paradis de la gomme arabique, le pays est actuellement incapable d'en assurer l'approvisionnement à cause des affrontements qui ont lieu dans les principales régions qui en fournissent. Plusieurs mastodontes de l'industrie agroalimentaire, à l'image de Coca-Cola, PepsiCo, ont constitué d'importants stocks de gomme arabique afin de parer à d'éventuelles ruptures. Une situation qui impacte également les producteurs et exportateurs locaux de cette matière qui ne pourra pas quitter les entrepôts si les combats se poursuivent. Selon les principaux opérateurs en import-export de gomme arabique au Soudan, son commerce serait actuellement interrompu. La gomme arabique, un produit à l'importance stratégique à tel point que les États-Unis l'ont exclu de la liste de produits sous embargo depuis les années 90, de peur qu'un marché noir s'installe dans l'ombre d'une telle décision. Afrique toujours, l'Algérie réagit à l'attentat terroriste survenu dernièrement au Burkina Faso. Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, Alger a condamné cet attentat qu'elle qualifie de lâche. Dans un communiqué publié vendredi, le pays a fait part de toute sa solidarité avec le gouvernement et le peuple burkinabé dans ces circonstances difficiles, en réaffirmant son engagement à combattre ce fléau, quel que soit son visage. Nouvelle manigance entre le Maroc et l'Espagne. Le dossier du carburant russe importé par le Maroc, supposé exporté vers Madrid malgré l'embargo européen, refait surface à la faveur d'une enquête ouverte par le gouvernement espagnol qui chercherait à en connaître son origine réelle. Un nouveau scandale qui ternit un peu plus l'image de la relation entre Rabat, Madrid et Bruxelles. Les détails avec Safwan Ben Sabri. En plein embargo sur le pétrole russe en direction de l'Europe, l'Espagne importerait du diesel russe via le Maroc. Suite à des révélations de la presse espagnole, le gouvernement a ouvert une enquête sur la provenance du diesel commercialisé en Espagne. C'est le PDG de Repsol qui a jeté un pavé dans la mare en déclarant que le pétrole russe continuait à alimenter le marché européen malgré l'embargo. La ministre de l'énergie espagnole a été interpellée sur la question. Elle déclare vouloir donner une réponse pour assurer la traçabilité des hydrocarbures importés dans la péninsule. Notre engagement consiste à enquêter ce qui se passe concernant l'arrivée de combustibles, qui en principe sont dotés de documents qui attestent de leur provenance. Mais devant le moindre soupçon, nous sommes dans l'obligation de vérifier que les produits importés viennent bel et bien de l'endroit indiqué. Dans le cas contraire, cela comporterait des irrégularités. Malgré la solidarité affichée de l'Europe des 27 avec l'Ukraine, plusieurs pays européens importent des hydrocarbures russes qui transitent par des pays tierces à travers la Méditerranée. Le pétrole russe s'échange actuellement à un prix moins élevé de 12% en comparaison au prix du marché. Le gouvernement Sanchez aurait donc privilégié une facture énergétique moins élevée, en contradiction avec le discours prônant une isolation totale de la Russie. Dans le reste de l'actualité, au Moyen-Orient, le processus de réactivation des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré lors d'une conférence de presse en marge de son dernier déplacement au Liban que la réouverture des ambassades iraniennes et saoudiennes dans les deux capitales devrait intervenir dans les prochains jours. Le dernier appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères d'Iran et d'Arabie Saoudite était à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.
Nous sommes tous deux convenus de rouvrir les ambassades et les consulats généraux dans les deux pays dans les prochains jours. Avant l'Aïd al-Fitr, j'ai invité mon homologue d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, à se rendre à Téhéran. Nous avons parlé au téléphone, il a dit qu'il accepterait mon invitation et me répondrait positivement. Moyen-Orient toujours, la Syrie a annoncé avoir intercepté et détruit des missiles sionistes ciblant la ville de Homs. Lors d'une attaque aérienne menée par les forces sionistes, 3 civils ont été blessés lors de ce raid, rappelant que plusieurs régions de la Syrie, mais également du sud du Liban, sont la cible de tirs de missiles de la part de l'entité sioniste depuis plusieurs semaines déjà. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont inauguré cette semaine la première centrale nucléaire civile à Akuyu, une centrale construite par le géant russe du secteur Rosatom, un événement qui vient renforcer les liens économiques entre les deux pays. Le président Erdogan s'est exprimé à cette occasion sur la sécurité des centrales nucléaires civiles, notamment en Ukraine. Des centrales nucléaires, de bonnes choses devraient en sortir uniquement. Et c'est pourquoi, en cette occasion de célébration, je dois dire que nous avons besoin du soutien international. Nous avons besoin du soutien de tous pour nous assurer qu'aucun accident nucléaire n'émanera de la centrale de Zaporizhia. La Turquie qui discute justement avec les Nations Unies pour une éventuelle prolongation de l'accord sur les céréales qui arrivera à échéance le 18 mai prochain. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est entretenu au téléphone avec le président turc Tayyip Erdogan au sujet de la prolongation de l'accord en question. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié vendredi par le bureau du secrétaire général de l'ONU. Les deux hommes ont échangé leur point de vue sur l'amélioration, l'expansion et l'extension de l'initiative de la mer Noire. Et puis, mauvaise nouvelle pour l'économie française à la suite des péripéties issues de la réforme du régime des retraites et des nombreuses grèves qui ont touché les secteurs stratégiques et vitaux. Le cabinet Fitch a décidé d'abaisser la note de crédit de la France. Écoutons la réaction du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, à ce sujet. Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire. Puis je vous le disais en titre jour J, pour la nouvelle aventure africaine en terre algérienne avec le coup d'envoi de la CAN U17, les structures sportives sont prêtes à recevoir les invités de l'Algérie pour une organisation qui s'annonce déjà réussie. Côté compétition, les Verts ont rendez-vous avec un éventuel premier sacre africain. Ils affrontent la Somalie ce soir au stade Nelson Mandela en match d'ouverture. Le point sur les chances des poulains d'Al Skhirman avec Amin Toutah. Une nouvelle compétition et un nouveau défi pour l'Algérie. La Coupe d'Afrique des Nations de football U17 arrive enfin. Entre Alger, Constantine et Annaba, les hôtes de l'Algérie apprécieront le professionnalisme de l'organisation, l'hospitalité et l'accueil. Comme ce fut le cas dans plusieurs rendez-vous, à l'image des Jeux méditerranéens et le dernier chant du football. Des atouts mis en avant par l'Algérie qui seront de bon augure pour les coéquipiers de Hamash dès le début du tournoi contre la Somalie pour le compte du match d'ouverture du groupe A. Une phase finale synonyme de test pour la sélection algérienne car cette CAN est qualificative pour le prochain mondial de la même catégorie prévu initialement au Pérou au mois de novembre et dont l'Algérie a manqué depuis la dernière participation en 2009. Avec un effectif garni entre les joueurs du cru et des éléments évoluant à l'étranger, les Verts étaient à pied d'œuvre durant les dernières semaines pour préparer le tournoi via des stages de regroupement et des matchs amicaux. Le dernier en date, la double confrontation contre le Burkina Faso à Alger qui s'est soldée par une victoire et un match nul. Cette préparation était précédée par une dernière aventure triomphante en Coupe arabe et qui pourrait être un bonus pour Anatof et compagnie, en dépit d'une lourde concurrence à l'image des Super Eagles du Nigeria ou encore le Mali et le Cameroun. Place au jeu désormais et rendez-vous le 19 mai prochain pour la finale.
C'est la fin de cette édition. Excellente après-midi sur Al 24 News.